Bonsoir chers téléspectateurs de la télévision rwandaise, heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Majuscule Propos, une émission que vous suivez en direct à la télévision rwandaise. Ce soir, actualité oblige, nous allons parler de la retraite des hautes autorités du pays et c'est pour la 17e fois de suite que cette retraite intervient. On va faire un parcours de ce qu'a été cette retraite au cours de 17 dernières années et surtout de la contribution de cette retraite en ce qui concerne le progrès et le développement du pays. Pour en savoir un peu plus sur ce chemin parcouru, j'ai ici ce soir sur le plateau de Majuscule Propos, Madame Claudine Mushimimana. Elle est du secteur privé. Elle est avec nous. Bonsoir, Madame. Bonsoir, monsieur. Je suis également avec un politologue en la personne de du docteur Eric Ndushabandi. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Eddy. Bonsoir également. Nous sommes également avec un expert économiste, Teddy Kaberuka. C'est un nom que vous connaissez ici à la télévision rwandaise. C'est également un nom qui est connu pour ce qui est des analyses économiques ici au Rwanda. Comme je le disais à la présentation, bien sûr, je suis Eddy Sabiti, comme présentateur de cette émission, et c'est la télévision rwandaise. Tout de suite, c'est aujourd'hui qu'a commencé cette 17e retraite. Je ne sais pas, vous avez suivi l'adresse du chef de l'État lors de cette ouverture. Tout d'abord, à quoi vraiment... quelqu'un qui veut comprendre le bien fondé de cette retraite, docteur Eric Ndushabandi, je vais commencer avec vous comme politologue, parce que tout est lié à la politique finalement. C'est quoi le bien fondé de cette retraite? Merci beaucoup, Eddy. Je pense que je pourrais contextualiser cela. Je pense que nous sommes bien dans un contexte d'une démocratie libérale ou alors délibérative. C'est-à-dire un système politique qui accepte que les gens s'asseyent ensemble à un moment donné pour fixer un regard sur ce qui se passe, sur ce qui a été décidé une année avant, qu'est-ce qu'on en a fait pendant l'année et finalement quelles sont les orientations qu'on puisse prendre dans l'avenir. Et donc il y a cette verticalité d'abord. Je vois une scène, je ne dis pas une mise en scène, mais je vois une scène politique où les leaders au plus haut niveau du pays qui s'assoit avec tous les niveaux du pouvoir, y compris les secteurs privés, et avec certaines catégories particulières, par exemple la jeunesse cette année. Et donc, je vois cet espace comme un espace unique au Rwanda, où cette délibération qui s'est faite à deux niveaux, à un niveau vertical, mais aussi à un niveau horizontal, parce qu'il y a des travaux en groupe aussi, les gens qui sont dans le même secteur, les gens qui sont dans des secteurs différents, pour travailler pendant 2 ou 3 jours sur des questions bien précises. Vous avez parlé du contexte dans lequel cette retraite est née. Je ne sais pas, avec Teddy Kaberuka en tant qu'économiste, nous avons ces 10 ans, pour être plus précis, 10 ans après le génocide perpétré contre les Tutsis. Le Rwanda, c'est un pays qui est en train de se rechercher également par rapport à ce que doit être son avenir, parce que 10 ans, c'était encore vraiment peu après le génocide, avec un pays qui était complètement à genoux. Teddy, est-ce que le contexte économique de cette époque, peut-être pour nous replonger dans ce contexte-là, on avait vraiment besoin d'avoir cette retraite? Plutôt, on avait vraiment besoin, parce que après les tragédies que le pays a connues, il fallait redéfinir le cadre, que ce soit le cadre développement, le cadre politique, comme Eric l'a bien mentionné, mais surtout quels éléments majeurs mettre en jeu pour déclencher le développement. Parce que, vu la période, si on peut faire un recul, depuis 1994 jusqu'en 2000, c'était vraiment la période d'urgence. Il fallait reconstruire l'urgence. Mais après ça, c'est là que le pays a vu la naissance de la vision 2020, qui était une vision ou un plan à long terme qui visait à redéfinir les axes de développement. C'est là où
des rencontres comme le Mouchikirano, comme la retraite, ils ont vu le jour parce que c'était vraiment le moment clé de redéfinir le développement. Et là, je dirais de 2000 à 2020, on a vu le changement. C'est vrai, le changement était spectaculaire, mais on a encore un chemin à parcourir. Et là, je reviens à ta question. C'est le moment maintenant où il faut encore redéfinir l'avenir. Il faut dire que si on parle de 20-50 aujourd'hui, on regarde dans 30 ans à venir. Ce n'est pas qu'on va attendre 30 ans pour dire qu'est-ce qu'on a fait. Il faut redéfinir, il faut recadrer année par année pour dire on est sur la bonne piste ou on a loupé la piste. Parlant de la piste, c'était une occasion. C'est des années où les droits de la femme, la présence de la femme dans le monde des affaires, c'était pas monnaie courante à l'époque, madame, pour m'adresser à vous. Vous, quand vous recontextualisez l'arrivée de cette retraite, vue de votre côté, d'une perspective complètement féminine, qu'est-ce que cette retraite a apporté? Pour moi, personnellement, c'est une bonne décision. Je vais parler du côté secteur privé parce que moi, je viens de là. Bien sûr. Avant, il n'y avait pas beaucoup de femmes qui étaient dans le business. Et maintenant, je dirais que ce sont les femmes qui dirigent le business actuellement. Vous menez la cadence, comme on dit. Parce qu'on dit que chaque fois qu'il y a un homme fort, il y a une femme derrière. Et ça se remarque déjà au Rwanda. Et maintenant, même les femmes prennent des initiatives politiques, économiques, et même business. Et cela, les femmes arrivent à nouer tous ces rôles, que ce soit en tant que femme, en tant que mère, en tant que sœur, en tant que quelqu'un de la famille, en tant que dirigeant. On arrive quand même à combiner les deux. Et je pense que jusqu'à maintenant, dans les institutions où il y a les femmes, il y a quand même des changements. Avant peut-être de continuer avec notre débat, je vais vous proposer un élément que la technique va nous proposer. C'est un reportage sur la philosophie même qui a mené à la naissance de cette retraite et surtout de certains points importants à travers les 17 ans que cette retraite des hautes autorités a permis de jeter des jalons sur certains grands projets qui se manifestent aujourd'hui 17 ans après. C'est un reportage de Bosco Kwizera et c'est une narration en français de Kassim Youssouf. Depuis 2004, les hauts dirigeants du pays participent chaque année à leur retraite, une plateforme où ils mettent tout au tapis et se disent toute la vérité sur l'état du pays, tout en focalisant sur les choix du pays, et c'est le moment de rendre compte des responsabilités qui leur sont assignées. Certains analystes en politique et gouvernance soulignent que la retraite des hautes autorités du pays a joué un rôle pour réaliser du progrès. I think that the retreat, by bringing decision makers together to talk in detail about what they've been doing and how they've been doing it, and also what they ask. Je suis persuadé que la retraite qui rassemble les dirigeants pour parler profondément de ce qu'ils font et de la manière utilisée et des objectifs escomptés, tout cela a une façon de préciser aux dirigeants la vision de gouvernance qu'il faut en rapport avec celle du pays. Je dirais que la retraite a joué un grand rôle dans les réalisations que le pays a atteintes. Le collectif des organisations non gouvernementales affirme également que dans la retraite, les discussions et les résolutions prises concernent avant tout le citoyen. Ce qui peut aider le citoyen à progresser, à sortir de la pauvreté, ce qui permettrait que la voix du citoyen soit entendue. Et puis, ces 12 résolutions reviennent surtout sur le citoyen. Donc, cette occasion est de voir comment les responsabilités des dirigeants sont liées à la résolution des problèmes auxquels notre population est quotidiennement confrontée. Selon l'agence rwandaise de gouvernance, depuis 2004 jusqu'en 2015, 299 résolutions ont été prises et ont été mises en exécution à hauteur de 75%.
Par exemple, en 2007, il y a eu une discussion sur le développement et la transformation des Rwandais. Et en 2008, il a été question de voir comment le Rwanda ne soit plus tributaire de l'aide extérieure. Et si on fait un regard rétrospectif, on verra que le changement de mentalité sur l'aide extérieure a aidé notamment dans la mise en place de la politique de Made in Rwanda et d'autres initiatives d'autonomie des Rwandais. Ce que je voulais vous dire, c'est que la retraite, c'est l'occasion de montrer comment la voie choisie a été réalisée. De toutes ces résolutions prises, 30% ont concerné les affaires sociales, 35% l'économie, 29% la gouvernance et 6% le système judiciaire. Il est prévu que les assises de la 17e retraite des hauts dirigeants débutent ce 15 février. Voilà, on a compris le contexte à peu près qui a donné naissance à cette retraite. Docteur Eric, vous qui êtes politologue, on a des statistiques ici qui montrent certaines réalisations. Ce sont jusqu'en 2015, ça faisait 299 résolutions qui ont été prises avec 75% de réalisation. Tout de même, on s'est dit que c'est osé de la part du Rwanda. Je dirais que ce n'est pas osé. Hein. Écoutez, quand c'est un espace inclusif, délibératif, moi je pense que nous sommes dans une notion aussi complexe et qui ne pourrait même pas nous permettre de dire vraiment c'est ça les résultats des 17 ans. Exactement comme évaluation. Mais ce qui est essentiel, c'est que quand on recadre tout ça, on se dit qu'est-ce qui est mis en jeu. Ce qui est mis en jeu, c'est un citoyen au centre, en fait. Des décisions qui sont prises. Qui sont prises, et on voit que c'est vraiment tout droit pour l'amélioration des conditions de vie du citoyen. Alors là, on y arrive comment? On y arrive par inviter les gens à participer dans la prise de décision, par interroger les acteurs politiques et autres acteurs dans la redevabilité, c'est-à-dire être responsable devant la population pour répondre de ces actes. Mais aussi, il y a toute cette culture politique qui se développe. Aujourd'hui, tous les yeux, je pense que les antennes sont tournées vers Gabira aujourd'hui. Et donc, ça développe une certaine culture politique de dire, ah, les autorités sont ensemble, ils sont en train de réfléchir avec nous et pour nous. Et donc, cette participation citoyenne, cette transparence aussi, de mettre tout sur la table. Mais aujourd'hui, par exemple, on sent quelque chose qui dans la tradition politique, on ne disait pas que la vérité et la politique se rencontrent. Mais ici, on voit que la vérité et la politique se rencontrent. Parce qu'on voit les leaderships au plus haut niveau mettre tout sur la table. Et donc ça, c'est une grande valeur. Et c'est ce qui nous amène finalement à l'efficacité dans la prise de décision et dans la participation citoyenne. Cette participation, justement, dont vous parlez, on a suivi même lors de l'adresse du chef de l'État, lors de cette ouverture aujourd'hui, où il insistait sur certains, bien sûr, un système, il est fait des individus, des acteurs, comme on dit. On se dit, est-ce que les choses ne sont pas assez claires dès le début? Est-ce que quand on est aujourd'hui ministre, responsable quelque part d'une institution étatique, n'avons-nous pas ne connaissons-nous pas les prérogatives, nos prérogatives, ce qui nous attendent, les priorités nationales? Pourquoi on revient toujours à ce mot de redevabilité et surtout, on a l'impression que, comme on dit en anglais, year in, year out. Chaque année, on doit rappeler cet esprit. C'est parce que les gens ne comprennent pas ou parce qu'ils ne veulent pas comprendre. Madame? Moi, je pense que diriger un gouvernement, c'est comme diriger une entreprise, on va dire comme ça. Et c'est normal que les gens se mettent ensemble pour faire l'évaluation de ce qui a été dit, de ce qui a été décidé comme objectif à atteindre. Et alors, se mettre ensemble et dire, voilà, on avait
des objectifs ainsi. Et maintenant, il est temps qu'on se mette ensemble pour voir où on a bien fait et encore faire et améliorer. Et voir là où on n'a pas bien fait, voir pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. Tu sais, l'être humain, on peut se tromper. Quelquefois, on se trompe alors qu'on n'a pas vraiment l'intention de se tromper. Il y a des gens qui font des bêtises et ils ont pensé aux bêtises. Il y a des gens qui font une bêtise sans vraiment se rendre compte. Il est temps de redresser et de se donner encore des chances là où il faut. Et les gens qui n'ont pas bien fait, les quitter, mais sans pour autant qu'ils sont mauvais. Mais chacun doit faire une autre évaluation et dire, voilà, là où j'ai bien fait ou j'ai pas le fait. Et aussi, il est important d'avoir une oreille ou un œil de quelqu'un d'autre. Parce que quand on s'auto-évalue, on peut se dire, ah oui, je suis bien. Mais quand quelqu'un d'autre te donne une évaluation, c'est vraiment... c'est comme un passage au screening. Et je pense qu'il est temps, et c'est une bonne décision de se mettre ensemble et de dire, voilà, ça c'est bien fait, ça c'est pas bien fait, et comment on peut encore redresser. Parce qu'on a fait des progrès, mais si on voit les objectifs de 2050, il y a un chemin à parcourir. C'est un chemin. Juste pour abonder dans le même angle d'idée, c'est bien qu'on a le patronat ici. En fait, la retraite, pour moi, je vois que c'est un outil managérial. C'est un outil qui permet aux dirigeants ou quiconque est dans la position de prise de décision de s'asseoir ensemble, partager. Parce qu'il faut définir la vision, il faut définir l'orientation. Il faut aussi voir le passé, c'était comment. Donc, tu ne peux pas diriger un pays en donnant des ordres en tant que président seulement. Il faut t'asseoir avec tous les acteurs pour discuter et dire, voilà, on a fait ça, est-ce qu'on a atteint le max, on a optimisé les résultats? Si on n'a pas atteint les résultats escomptés, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà l'avenir. On veut se diriger dans cette direction. Qu'est-ce qu'on va faire? Et chacun va comprendre son rôle. Parce que, comme vous le savez, le gouvernement ou le pays, toute la direction, c'est vraiment plusieurs départements. Chacun joue son rôle, mais il faut comprendre au niveau individuel quelle est ta contribution dans le grand ensemble, dans cette vision. Dans 30 ans, quel sera le rôle de chaque département? Donc, pour faire cette connexion des éléments isolés, pour devenir une équipe, il faut se replier. Il faut une retraite. Justement, c'est là que... parce que tout le monde, nos téléspectateurs, tout le monde n'est pas rwandais. J'aimerais bien que les gens peut-être qui ne comprennent pas en même temps la particularité de ce que peut être le Rwanda par rapport à ses choix politiques ou économiques. On s'est dit, nous avons le chef de l'exécutif qui est le président de la République, mais dans cette retraite, on retrouve pas de gens que de l'exécutif. Il y a le judiciaire aussi. Tout le monde, voilà. Jusqu'à la jeunesse même, à la limite, des gens qui n'ont pas nécessairement des responsabilités quelconques dans les États, dans les institutions étatiques. Comme politologue, comment vous expliquez ça? Là, on a l'exécutif, tout l'ensemble, je peux dire, tout un pays, dans une retraite, on s'est dit, est-ce qu'on va prendre des décisions en tant qu'exécutif, en tant que Sénat, en tant que secteur privé? Comment vous expliquez aussi cette particularité du Rwanda? Écoutez, moi je pense que il faut réfléchir au-delà de la simple participation citoyenne. C'est-à-dire ce n'est pas qu'un exécutif se réunit et qu'on amène tous les restes pour s'asseoir et dire voilà, ils participent. Je pense que nous sommes dans une scène ici où il faut s'expliquer, il faut argumenter, il faut débattre sur des grandes questions nationales. Non pas sur ce qu'on a fait seulement, sur ce qu'on est en train de faire, mais surtout la vision à venir. Et donc c'est aller-retour chaque fois. Et ça cadre justement bien dans cet esprit d'évaluation et d'auto-évaluation pour une vision future. Alors, moi, je pense que s'il faut vraiment parler de ça, je vois quoi aujourd'hui, avec ce que j'ai vu, il y a comme un certain malaise, même s'il y a une satisfaction.
d'une part, mais aussi il y a un certain malaise, il y a une insatisfaction exprimée par souci de dire en quoi ça a été efficace. Et ce malaise a été expliqué, a été bien clair dans les discours. Et donc, l'auto-évaluation que vous venez d'évoquer, c'est très important. Mais l'auto-évaluation, je pense que le malaise que j'ai vu, que j'ai entendu depuis ce matin, comme si on n'est pas satisfait, comme si les gens attendent pour qu'ils soient dans cet espace, pour que les gens reconnaissent leurs erreurs. Et donc, il y a, je pense, un espace qu'il faut créer d'un regard extérieur. Et moi, je vais parler tout simplement, non pas que je suis chercheur, mais les plus grands absents dans ce débat, c'est des recherches indépendantes qui informent le manque ou alors les challenges, les difficultés auxquelles les gens se sont confrontés pour réaliser ces visions. Il y a la voie, par exemple, de la société civile qui est capable à la fois de produire des connaissances par la recherche et qui ne sont pas nécessairement bien reçues, parce que ça contredit, parce que ça dit tout autre chose, ou en tout cas différemment. C'est par exemple toute la connexion entre la société civile et les communautés locales. Et donc, l'autre espace qui est développé par la société civile, qui produit des informations aussi. Je pense que le secteur privé a aussi des espaces comme ça où ils peuvent produire des connaissances qui peuvent être mises sur la table. C'est l'académique, par exemple. L'académique qui fait des recherches, bien sûr, pas nécessairement appliquées, pas nécessairement orientées vers l'action, mais en tout cas, toutes ces voies qui pouvaient permettre, avant d'en arriver là, à la retraite, d'avoir fait des évaluations continues. C'est comme les outils d'évaluation à l'intérieur des institutions. C'est comme des espaces de parole dans ces institutions. Moi, j'ai dit, est-ce que les leaders, les ministres et tous les chefs d'entreprise et des institutions, est-ce qu'ils se font eux-mêmes des évaluations au lieu d'attendre, par exemple, la fin, aujourd'hui? Et donc, tout cela, c'est ce que j'appelle, moi, l'horizontalité, je pense qu'il n'est pas au rythme du rythme que nous voyons là. L'horizontalité ici, c'est-à-dire être capable de s'asseoir en parallèle et se dire, écoutez, la collaboration, nous sommes ensemble, mais on constate que ce qu'on a décidé ensemble, ça ne marche pas. Et qu'on le dise avant et qu'on le corrige jamais avant. Ou alors un acteur non étatique qui le fait, un chercheur qui le fait et qui informe le gouvernement dans un esprit effectivement participatif. On y a même remarqué la présence d'autres institutions qui ne sont pas nationales, des institutions soit continentales et même internationales. Parlons des résultats de manière palpable, Teddy. Aujourd'hui, 17 ans après, de manière palpable, parce que tout ce qu'on fait, et aussi en revenant sur les propos du chef de l'État, c'est ce qu'on fait. Tout ce qui est fait doit se refléter aussi dans l'assiette du citoyen. C'est tout ça. De manière concrète aujourd'hui, 17 ans après, avec la vision 2020 qui vient de se terminer, nous sommes à l'aube de la vision 2050. Ce citoyen qui est au centre de toutes les résolutions, de tout ce qui est en train d'être fait, c'est quoi sa situation aujourd'hui de manière palpable? Bon, vu le contexte historique, il y a eu amélioration de ce citoyen. Vu peut-être les 17 ans, le 25 ans après le génocide contre le Tutsi, il y a eu un progrès. Mais vu la vision, vu là où le pays devrait être placé, par exemple, avec les objectifs de la vision 2020, on est loin d'atteindre ce qu'on voulait. Vu par exemple, là on peut partir des exemples concrets où par exemple la vision 2020 envisageait avoir une population plus de 60% avec l'électricité. Ça n'a pas été atteint. C'est vrai, il y a des indicateurs qui ont été atteints, mais il y a d'autres indicateurs qui n'ont pas été atteints. Mais à mon avis, en tant qu'analyste, il y a toujours, après 20 ans, après 17 ans d'exécution, il y a des réalités auxquelles les différents départements ont été confrontés qui peuvent servir de leçon pour la prochaine vision. Est-ce que, en même temps, ces objectifs, cette vision, on parlait de la vision 2020, ouais, qui se déplace à la vision 2050, c'est aussi soumis à d'autres facteurs extérieurs? Absolument.
notamment sur le plan économique. Oui, bien sûr, bien sûr. Tu sais, un pays où une économie n'est pas isolée, hein, tu participes je dirais, à une collaboration régionale, internationale. Donc, si l'économie du pays est en bon état et la région est instable, il y a toujours des réplications sur le plan national. De la même chose sur le plan global. Si l'économie mondiale est en décadence, ton pays aussi est affecté. Mais dans le contexte du Rwanda, je pense que les indicateurs qui n'ont pas été atteints, on ne peut pas attribuer ce déficit aux causes externes, c'est plutôt à l'inefficience et aux non-exécution de projets. On a vu pas mal de projets. On fait référence par exemple au rapport de l'auditeur général, qui chaque année, il y a toute une dizaine de projets qui ne sont pas exécutés comme prévu. On voit par exemple des rapports qui montrent l'argent de l'État, les caisses de l'État qui ont été mal gérées. Ça, ce sont des faits. On parle de la malversation, on parle de la corruption, tout à fait. Qui est permanente aujourd'hui. Voilà. C'est même jusque dans les institutions au niveau du judiciaire. Justement, parlant de ces citoyens-là, aujourd'hui, nous avons une croissance de 7 points quelque chose. La vision 2050, elle projette une croissance de 9,1% au moins chaque année. Comment est-ce qu'on va y arriver? C'est vrai, c'est un défi majeur. Hein. C'est pas une chose facile à atteindre. Une croissance économique de 9,1% continuellement pour une période de 10 ans, 20 ans, c'est vraiment le ballon est très haut placé. C'est là où il faut la participation de tous les acteurs économiques. Par exemple, le secteur privé qui est là, qui doit jouer son rôle majeur, mais l'État aussi qui doit faciliter ça. Il y a des éléments moi, je commence déjà à avoir une malaise avec, par exemple, l'augmentation de prix d'électricité, parce que ça, c'est un handicap au secteur privé pour la production. J'espère que madame va l'annoncer aussi, mais en tout cas... Non, mais peut-être qu'elle va intervenir par rapport à ce qu'on attend du secteur privé, mais on s'est dit quelles sont aujourd'hui les... Comme on dit, qui veut aller loin, ménage sa monture. Oui. Quelles sont les bases qui doivent être posées pour nous dire, voilà, on prend cette direction, cette vision, pour y arriver, on a besoin d'au moins autant d'éléments qui doivent être fondamentaux ou solides? Bon, peut-être je vais mentionner 2-3 éléments qui sont très capitaux pour atteindre cette vision que le pays s'est fixée. L'investissement, c'est très capital. Tu ne peux pas développer un pays si tu n'investis pas, si tu ne crées pas les entreprises, si tu ne crées pas les emplois pour la population. Là, je fais allusion, par exemple, à la croissance démographique. Si on a une population qui croît jour par jour, on a besoin d'embaucher ces gens. On parle de 25 ans, dans ces 30 ans, l'enfant qui est né ce soir, dans 30 ans, aura besoin d'être embauché. Donc, il faut penser à son emploi aujourd'hui. À l'inverse, la personne qui est active aujourd'hui, dans 30 ans, elle sera à la retraite. Cette personne va vivre. Donc, il faut voir l'équation des deux côtés. Donc l'investissement, c'est très capital. La création de l'emploi, c'est très capital. L'investissement de la part de qui? De tout le monde. Hein. Que ce soit l'investissement privé, que ce soit l'investissement public, que ce soit tout le monde. Les capitaux étrangers? Bien sûr, mais plus les capitaux internes. Parce qu'on n'a pas assez de contrôle aux capitaux étrangers. Il faut être franc. Il faut les attirer. Oui, mais tu n'as pas assez de contrôle. Il faut faire les yeux doux aux capitaux étrangers. Autant tu peux le faire, mais tout le pays le font. Hein. Donc il faut dire qu'on est en concurrence croissante dans tous les pays. Mais l'essentiel pour moi, c'est qu'il faut qu'il y ait des mécanismes très clairs pour attirer l'investissement et encore plus l'investissement national. Ça, c'est... Oui. OK. Le deuxième élément... On a une population à plus de 60% qui est toujours dans l'agriculture. Malgré qu'on veut changer l'équation, mais l'agriculture reste le secteur clé du développement économique. Donc il faut injecter de l'argent, assez de l'argent. Le capital humain doit être formé, mais encore plus aider le fermier ou l'agriculteur à se développer. Avoir quelque chose à manger, produire pour le marché aussi. C'est très capital. Et le troisième élément qui est très important, c'est l'éducation.
Le Rwandais dont on parle aujourd'hui, qui est né ce soir, dans 30 ans, il devrait être un Rwandais qualifié pour être à la hauteur de travailler dans l'industrie, pour être à la hauteur de travailler au Rwanda et en dehors du Rwanda. Voilà. Je pense que, parlant des investissements, on a quelqu'un du secteur privé. On a longtemps été, ce n'est pas une situation pour le Rwanda, mais de manière globale sur le continent africain, on a cette population où tout le monde a les yeux rivés vers le gouvernement ou l'État. Comme on dit en Kinyarwanda, l'État non mobile. Aujourd'hui, par rapport à la vision 50, nous avons au moins cette vision qui projette avoir au moins l'économie du pays qui doit être au moins à 80% entre les mains du secteur privé. Vous, du secteur privé, vous vous dites, vous prenez la mesure de la tâche qui vous attend? Oui, on commence à se réveiller. Il y a beaucoup d'initiatives. Vous êtes à l'étape de vous réveiller. Vous n'êtes même pas encore debout. Vous n'êtes pas debout. On agit. C'est à peine que vous réveillez. Je voulais être humble. D'accord. Donc, le secteur privé n'est pas là avec des yeux fermés ou les bras fermés, on va dire ainsi. Il y a beaucoup en ce qui concerne l'éducation. Donc, on travaille maintenant avec des institutions publiques pour former les gens qui vont travailler dans nos usines, dans le secteur privé. Il y a ce qu'on appelle la Kumurimo. Il y a plein d'initiatives qui se mettent ensemble pour justement éduquer les jeunes à être capables de réagir sur un terrain de business. Maintenant, si on voit même les gens qui choisissent les études maintenant, il y a beaucoup de gens qui choisissent les études professionnelles vers une profession. Ça ne sert plus à rien d'aller faire les maths en sachant que tu ne vas pas utiliser les maths. On ne doit pas regarder seulement le gouvernement ou le secteur public pour engager les jeunes. C'est le secteur privé qui doit absorber ces jeunes. Donc sur ce côté-là, c'est déjà en place. Et ici, on voit comment quand même le gouvernement a mis en place les écoles professionnelles TVET et tout comme ça. C'est dans le sens pour que les jeunes puissent intégrer ces institutions en fait de servir, en fait de créer des emplois ou bien de travailler pour les entreprises privées. Maintenant, parlons de ces entreprises privées. Dans quel secteur, quels sont les secteurs prioritaires aujourd'hui? Par exemple, on ne peut pas se dire, OK, on doit aller apprendre tout. C'est quoi le marché de demain a besoin de qui ou de quoi? Moi, je pense que maintenant, les opportunités sont en Afrique. Je veux dire au Rwanda. Parce que moi, je viens du secteur des industriels, manufacturing sector. Okay. Et là, que ce soit dans l'agro-processing, que ce soit dans les secteurs miniers, que ce soit dans la construction, dans l'amélioration des produits venant du bois. Il y a du chemin, il y a tant de choses dans l'art, le tourisme. Donc, sur ce côté-là, dans plusieurs catégories de métiers, il n'y a pas beaucoup d'experts. Et il est temps maintenant qu'on commence à améliorer. On a déjà fait un progrès, mais avec les gens déjà qui sortent de l'école, les entreprises maintenant mettent en avant de ce qu'ils veulent, de ce qu'elles veulent comme quelqu'un qui veut travailler dans leurs entreprises. On peut connaître toutes les théories, mais la pratique reste primordiale pour pouvoir se positionner au niveau national et même international. Moi, je vois que le problème de démographie, OK, on doit faire quelque chose, mais ce n'est pas la catastrophe. On peut aussi éduquer les gens pour que nos jeunes puissent aller travailler à l'étranger. Il y a beaucoup de pays qui n'ont pas la main-d'œuvre. Si on arrive à éduquer nos enfants pour que nos enfants soient bien qualifiés, le marché est à nous. Voilà, justement, par rapport aux investissements et surtout à l'état du pays aujourd'hui, on va suivre un autre élément très court pour savoir un peu l'état avec le rapport qui a été publié récemment au mois de janvier par l'Office rwandais de développement RDB par rapport aux investissements. On parlait des investissements et surtout de leur rôle dans le développement du pays.
Environ 45% de cet investissement en 2019 a concerné le secteur de l'énergie et 30% supplémentaires ont été alloués au secteur industriel. Les autres secteurs qui ont reçu des montants substantiels étaient la construction, l'agriculture, les mines et le secteur des services, en particulier en ce qui concerne les technologies modernes. L'investissement se traduira par un total de 35 715 nouveaux emplois, l'objectif du gouvernement étant la création de 214 000 nouveaux emplois chaque année avec 22 935 dans le secteur industriel et un supplément de 3 053 dans la construction. 44% de ces entreprises d'investissement résultent des efforts conjoints entre le gouvernement du Rwanda et des investisseurs étrangers, 37% étant attribués uniquement aux investisseurs étrangers. 19% de cet investissement provient d'entrepreneurs locaux. La troisième phase du projet énergétique de Rusizi s'est approprié 631 millions de dollars et le projet du gaz méthane a vu une injection de plus de 442 millions de dollars. Le projet Ampersand a obtenu 152 millions de dollars. Le projet de développement immobilier a reçu 145 millions de dollars et le projet NOTS de lampes fonctionnant aux rayons solaires a reçu 72 millions de dollars. Merci beaucoup à Kassim Youssouf. Teddy, on a entendu les investissements qui ont été effectués en 2019. C'est également, ça va jusqu'en 2020 et peut-être ça projette également ce que va être les 5 prochaines années. Aujourd'hui, je parlais du Rwanda qui est un pays mais qui est dans une région, sur un continent et sur une planète. Quelles sont aujourd'hui les difficultés, vous qui observez les différents secteurs économiques ici au Rwanda, quelles sont les priorités ou certaines choses prioritaires sur lesquelles on doit se baser, surtout s'il y a des choses à améliorer? En termes d'investissement, ce qui attire les capitaux étrangers, par exemple, c'est la rentabilité. Si tu places ton argent ici, est-ce que tu vas rapporter? Tu vas gagner. Ça, c'est le seul élément captif pour l'investisseur étranger. Du moins, sur les 10 dernières années, les investisseurs étrangers ont vu un retour sur leurs capitaux qui était très élevé. C'est une bonne chose parce que c'est une économie en croissance. Je dirais tous les éléments qui caractérisent l'investissement sont bien en place, notamment la facilitation de la création de l'entreprise, l'accès aux infrastructures de base. Tout ça sont des éléments qui attirent les investissements étrangers. Donc, je dirais que l'État a fait des efforts énormes pour améliorer le secteur d'investissement. Le seul problème qui reste majeur, c'est l'accès aux capitaux aux investisseurs rwandais. Ici, je fais allusion à l'accès au crédit. L'accès au crédit, non seulement c'est difficile en termes de procédure, c'est en termes de temps, mais aussi le coût du crédit au Rwanda, il est encore très élevé. Voilà. Et on me demande qu'est-ce qui explique ces coûts élevés de capitaux. Il y a plusieurs éléments, mais l'élément majeur, c'est quoi? C'est que on n'a pas assez d'épargne au niveau national pour permettre aux banques ou aux institutions financières de donner des crédits à long terme. Justement, on voit plus les banques commerciales qui naissent comme des champignons, mais les gens se demandent à quand une banque de développement qui va vraiment être garant ou qui va porter à bras-le-corps les projets à long terme, mais également pour la petite population, comme j'ai dit. Il faut dire que même le secteur financier, c'est un secteur qui a besoin d'investissement aussi. Donc, on a besoin, des gens. C'est pas une mine d'or. Non, on a besoin des gens qui ont des moyens financiers énormes
qui peuvent venir ouvrir des grandes banques, qui peuvent donner des crédits à long terme sur, par exemple, 15 ans, 20 ans, à moindre coût, avec leur argent. Parce que, généralement, les banques commerciales que nous avons maintenant, l'argent qui donne comme crédit, c'est une partie, les dépôts des clients, et où à tout moment, ils doivent encore redonner aux propriétaires, mais parfois ils se font refinancer aussi à d'autres institutions internationales. Donc, à un certain moment, ils s'empruntent pour prêter aussi. Tu comprends que le coût doit être élevé. Donc, on a besoin, si on peut avoir des fonds, par exemple des fonds, il y a des fonds au niveau mondial qui investissent dans différents pays. Et là, tu as un capital qui est moins cher. Et là, quand tu as un capital moins cher, c'est plus facile de faire le business. C'est plus facile de faire un investissement à long terme. Par exemple, tu construis une industrie sur 20 ans, c'est plus facile. Mais si tu as un crédit à court terme de 5 ans, c'est tout à fait normal que le coût d'investissement est très élevé. Ça, c'est vraiment un des handicaps de notre structure, de notre économie. L'accès aux capitaux, c'est un problème majeur. Docteur Eric, est-ce que vraiment, vous qui êtes politologue, vous qui faites de la recherche, est-ce que la population au niveau de la base arrive-t-elle à comprendre toutes ces ramifications de l'économie nationale avec l'économie régionale et internationale? Comment vous faites pour faire comprendre à cette population au moins tous ces enjeux et surtout cette vision globale? Merci beaucoup. Écoutez, il y a des choses qui sont déjà acquises dans ce pays. Et c'est important d'y revenir juste en bref, de dire, on n'est plus dans le débat de dire est-ce qu'il y a la volonté politique, okay? Est-ce qu'il y a un environnement favorable pour l'investissement étranger? Ce débat, je pense, il a beaucoup évolué et les gens qui sont dans le secteur, ils sont en train de le dire. Il vient de toucher un point très important où il y a toute une spéculation avec les balances de paiement entre la monnaie étrangère, la monnaie rwandaise, puis la balance entre les investisseurs étrangers et ceux qui développent les capitaux à l'intérieur. Et donc cela m'amène à tout ce qui est rapport entre citoyens et État. Vous avez mentionné tout à l'heure une question importante de dire comment est-ce que les gens deviennent plus indépendants, de développer leurs capitaux, de développer leur business, et de dire l'État n'est pas le seul client, l'État n'est pas celui qui injecte l'argent dedans seulement, mais plutôt il y a une certaine maturité dans l'économie qui permet aux gens. Alors il y a un esprit, je pense... Parce qu'on voit également cette tendance de l'État qui se retire même de certains, de certains investissements. Carrément, Je vais malheureusement toucher sur des questions non tangibles. Non tangibles, mes amis, je pense qu'ils vont faire ce qui est tangible. Ce qui n'est pas tangible, c'est-à-dire, c'est l'esprit d'entrepreneuriat. Je pense qu'il y a un débat là-dessus. J'allais dire, est-ce que c'est rwandais de ne pas être entrepreneur, y compris moi-même? Est-ce que c'est rwandais de ne pas être innovateur, de tenir toutes les opportunités, la technologie qui est déjà là, et de ne pas être capable vraiment de développer des capitaux et de créer du travail? Mais en tout cas, l'écart entre la production économique, ou alors, je vais utiliser des concepts qui ne sont pas les miens, et ce qui est vraiment les secteurs clés qui permettent aux gens d'en arriver là. On est revenu sur ça, je pense que c'est l'éducation, et de pouvoir vraiment créer une classe moyenne de façon progressive. Et donc ces gens, ils ont besoin d'une connaissance adéquate, une connaissance dont on a besoin dans le secteur privé, vraiment ce que le marché demande. Et je pense qu'il y a encore un écart là-bas. Moins tangible encore, un point, et le président, je pense, en a parlé. C'est les questions d'attitude et des comportements des gens. Et il a même parlé aujourd'hui des wrong values. Ces wrong values, et je me suis interrogé quand je venais ici sur ce plateau, en se demandant, en fait, ces gens qui sont à la tête des entreprises et des institutions qui permettent tout cet environnement de fonctionner, je pense qu'il y a des grosses questions par rapport au secteur qui est le principal. C'est par exemple l'agriculture. Tu m'as demandé qu'est-ce que nous faisons en termes de recherche, de comprendre toute cette interdépendance par rapport à la complexité du système international et toute la spéculation. Donc nous sommes très dépendants aujourd'hui des turbulences internationales, je pense que Teddy peut le dire. Et je pense que quand je parlais de ces banques, pourquoi les taux de remboursement ne descendent pas alors qu'on a toutes ces banques qui viennent? Revenons sur les secteurs de l'éducation, par exemple, et les secteurs de l'agriculture. Je pense que c'est clé, c'est important. Nous sommes ici dans la procédure de la connaissance dont on a besoin. Nous devons être capables de dire d'ici 2050, est-ce que nous sommes capables aujourd'hui de produire dans nos universités, dans les écoles, la connaissance dont on a besoin d'ici 2050?
Et ici, ça amène à la question de la sustainabilité, de la durabilité finalement de tout cela. Le secteur de l'agriculture, le débat il est encore trop loin. Il y a une recherche que nous sommes en train de conclure bientôt sur un échantillon de 2000 personnes. Nous sommes en train de voir 64 personnes, des gens qui n'ont pas le niveau primaire, par exemple. Qui sont dans le secteur. Qui sont dans le secteur de l'agriculture. Et alors dont aujourd'hui le débat sur le plan international, on parle déjà des changements climatiques. Est-ce qu'à la base, ces gens comprennent même? Même à l'intérieur ici, même à l'intérieur, les programmes qui sont mis en place, depuis la consolidation des terres jusqu'à vraiment la mécanisation et l'adoption des technologies, ça demande un minimum de connaissances. Et alors la grande question, c'est de dire, les universités qu'on produit, pourquoi ils ne professionnalisent pas les secteurs? Et donc là, nous sommes, je ne sais pas, ça représente combien de gens qui sont engagés dans l'agriculture, 68%. 68%, près de 50% de la population active. Et donc, en même temps, c'est un secteur important, c'est un secteur qui devait créer du travail. L'agroalimentaire, l'agro-industrie, par exemple, nous sommes encore loin d'y arriver. Et donc, nous sommes encore dans les débats de la subsistance et de la création de produits pour les marchés. Donc, je pense qu'il y a on a besoin de plusieurs retraites par secteur. Et vraiment de le dire en toute franchise et basé sur des recherches et d'accepter que cette horizontalité fonctionne. Ces retraites aussi ne doivent pas être initiées par pas nécessairement le chef de l'État, c'est pas lui qui doit initier. Je pense que chaque secteur, ce n'est pas une fois l'année. Voilà, c'est pas continu, c'est progressif. C'est continu. Justement, parlant aussi également du secteur privé. Vous êtes un industriel ou une industrielle. Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face aujourd'hui? Parce qu'au regard, le pays attend beaucoup du secteur industriel. Et vous, aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez à l'État? Comme le disait le feu Kennedy. Vous avez du temps pour écouter tout ça? Quelques facteurs ont été déjà dits. Il y a par exemple l'accessibilité, l'accès aux finances, qui reste un grand problème. Quelqu'un qui demande de l'argent pour acheter une voiture. Tout de suite, on lui file l'argent. On file l'argent et à un taux de, disons, 18 ou 20. Et quelqu'un qui met en place une entreprise pour arriver à avoir, comment on va dire, un prêt. Un prêt, on peut avoir un prêt, mais le taux d'intérêt, il est élevé. Il est élevé. On devrait avoir ce qu'on aimerait bien, si on pouvait mettre en place une banque qui donne des crédits aux industriels, par exemple, à des taux bas. Parce que ce n'est pas comme quelqu'un qui emprunte de l'argent, il y va en Chine, il achète des choses et puis il revient ici, il y revend. C'est de l'argent que vous empruntez aux banques commerciales dont on parlait. Oui, elle le revend. La personne va en Chine et puis elle le revend. Donc, c'est normal, elle va avoir son argent dans peu de temps. Mais quelqu'un qui investit dans une entreprise comme une usine, ça va prendre du temps pour avoir son argent. Ces investissements-là à long terme dont vous parlez. À long terme. Oui, je parle quel long terme? Est-ce qu'on a le long terme vraiment? Maintenant, je parle que des industriels. Parce que le long terme également va avec la viabilité des projets. Oui, absolument. Voilà. Donc, est-ce que les projets eux-mêmes sont viables? Oui, ils sont viables parce que quand tu parles de l'industrie, sur le plan de marché, mais le marché est vierge. On a combien d'industries? Très peu. Ça veut dire que celui qui met une unité de production, quel que soit dans n'importe quel secteur, il y a du potentiel. Évidemment, il va faire face aux concurrences de produits importés. Ça, c'est un autre débat, parce que l'État doit protéger aussi son industrie locale. Mais ce qui est important, c'est que quand l'idée est bonne, quand l'idée va faire naître les emplois, il faut toujours le souligner. Il y a des débats au niveau mondial où le président américain dit « America first ». Le Rwanda aussi, on a besoin des industries pour créer de l'emploi. Tu ne peux pas développer un pays sans créer de l'emploi. C'est une équivoque. Donc il faut bien cadrer et les politiques. Voilà, pour revenir à sa question, si l'industriel a des moyens financiers pour mettre en exécution les projets, il y a moyen de créer plus d'opportunités aux jeunes, aux chercheurs d'emploi, que d'importer ou d'aller faire le trading, acheter et vendre au pays.
Je me rappelle d'un débat, peut-être mes collègues vont m'aider à comprendre. C'est par exemple cet esprit d'entrepreneuriat et de créer du travail. On doit amener sur la table la question de BDF, par exemple, tout ce qui est fonds mis en place. Et je rentre encore sur les non tangibles, c'est-à-dire des attitudes et des comportements des gens. C'est-à-dire, on te donne 75%, vous devez rembourser 25%, mais je pense que le bilan n'est pas fameux dans ce secteur. Pas du tout, pas du tout. Et donc là, je pense que vous pouvez me donner des informations. Non. Et donc, je pense qu'il y a, en termes de gouvernance, que ce soit politique, économique, un travail de mentalité formidable qu'il faut faire. Mentalité de la part de la population, des entrepreneurs ou des banquiers aussi. Moi, je dirais plutôt, je vais rejeter la balle à Eric comme professeur. J'allais poser une question Donc, c'est notre système d'enseignement qui ne nous forme pas pour être entrepreneur. On apprend à être entrepreneur. On ne peut pas entreprendre sans avoir appris à entreprendre. Justement, c'est exactement, je me pose cette question, ce n'est pas cette peur de ces financiers-là, ou de ces créanciers, de se dire, est-ce que ces gens sont vraiment prêts à prendre ce risque, comprennent-ils les marchés? Cette peur, je peux compter quand est-ce que j'ai dépassé ma peur de prendre un crédit. Ok? Je peux la poser aussi à Madame Claudine. J'ai dit, tous ces fonds qui sont mis en place, des femmes, des jeunes, et qu'on vous dit, les fonds ne sont pas absorbés d'abord, mais même ceux qui ont pris les crédits et ils ont été garantis à 75%, ils sont disparus dans la nature. Voilà, nous allons terminer parce que les minutes aussi, le temps est toujours jaloux. Une question. Je n'ai pas fini mes problèmes. Elle n'a pas fini ses problèmes. Revenons, concluons peut-être avec vous. Aujourd'hui, de quoi parce que nous avons un sérieux problème de l'énergie qui doit définir également l'avenir du secteur industriel du pays. Vous, quelle est votre lecture par rapport à la résolution de cette problématique? Moi, je pense que le secteur privé est en train de faire une étude pour qu'on puisse voir l'impact de la croissance, de l'augmentation de prix de l'électricité. Même bien avant, l'électricité était plus chère pour nous par rapport aux autres pays. Et alors, on augmente encore le prix. Voilà. Ça ne va pas faciliter les choses. Et alors qu'il y a aussi des autres problèmes, comme l'accès aux finances, l'accès à... Parlons solution. Parlons solution. Vous proposez quoi, vous? C'est qu'on diminue le prix de l'électricité. Mais vous connaissez les facteurs de cette augmentation? Oui, on nous a dit que l'augmentation de l'électricité a été faite, mais qu'on va revoir après 4 mois les tarifs. Alors on attend pour voir comment on va faire. On espère la diminution des prix, pas l'augmentation encore, parce que là, ça va pas aller. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup trop à dire par rapport à ce que constitue cette vision 50 et tout ce que cette vision implique, que ce soit particulièrement pour ce qui est du secteur privé, également de cette population pour qui tout est fait. Je pense qu'on aura une occasion prochaine de revenir là-dessus, mais permettez-moi de mettre enfin un point final à ce débat de ce soir où nous parlions de cette retraite, de cette 17e retraite des hautes autorités du pays et surtout des enjeux et des questions principales qui sont débattues et surtout de cette vision 2050. Permettez-moi de remercier mon panel qui était constitué de l'économiste et expert économiste Teddy Kaberuka et également du docteur Eric Ndushabandi qui est un politologue et également de madame Claudine Mouchimimana, c'est ça? Mouchimimana, qui est du secteur privé et particulièrement c'est une industrielle. Je m'appelle Eddy Sabiti, c'est la télévision rwandaise. L'émission c'est Majuscule Propos. Je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Au revoir.